Bonjour à tous, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Guillaume Blanc dans le cadre du prix lycéen du Festival d'Histoire de Blois. Alors Monsieur Blanc, vous êtes maître de conférence à l'Université Rennes 2 ainsi qu'écrivain spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Et aujourd'hui, vous venez répondre à nos questions sur votre nouveau livre, L'invention du colonialisme vert, qui nous dévoile le mythe de l'Éden africain imposé par les Occidentaux et écologique et humaine. Je vais commencer par poser ma première question qui va essayer de poser le contexte de votre livre et savoir comment vous êtes intéressé à ce mythe de l'Éden africain pour choisir votre sujet de thèse et aussi comment vous êtes centré sur l'Éthiopie. D'accord, merci. En fait, le sujet du livre, donc je vous montre une image. J'ai essayé de créer tout est parti en fait des Cévennes des Cévennes au sud-est de la France, où j'ai pu comparer le parc national des Cévennes avec celui du Simienne en Éthiopie. Et en fait, les deux parcs sont classés au patrimoine mondial de l'humanité, donc par l'UNESCO. Mais en France, l'UNESCO valorise ce qu'ils appellent l'agropastoralisme, donc les agriculteurs et les bergers. Et donc, l'UNESCO, comme le WWF, vont essayer d'aider les agriculteurs et les bergers qu'occupe encore la nature. Mais par contre, dans le Sémienne, en Éthiopie, l'UNESCO, là, au contraire, demande à l'État éthiopien d'expulser les agriculteurs et les bergers qui menaceraient, eux, la nature. Et c'est ce qui m'a amené justement à parler du colonialisme vert pour essayer de comprendre d'où venait ce deux poids, deux mesures. Et en fait, j'ai pu m'apercevoir, en allant dans les archives, donc 20-30 000 pages d'archives des institutions internationales, de l'Éthiopie, puis de la littérature, qu'en fait, on avait une véritable action globale qui était menée par des institutions comme l'UNESCO, le WWF, qui cherchent en fait à naturaliser l'Afrique par la force. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de résoudre la crise écologique, eh bien, comme elles le font en Europe en soutenant les agriculteurs et les bergers qu'occupe la nature, en Afrique, ces institutions s'efforcent de déshumaniser les lieux. Alors, au XXe siècle, c'est de 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers qui ont été expulsés des parcs nationaux africains. Et aujourd'hui encore, on a des dizaines de personnes qui sont abattues dans les parcs africains pour avoir chassé du petit gibier. On a des dizaines de milliers d'agriculteurs et de bergers qui sont encore expulsés pour vider les parcs. Et on a des centaines de milliers qui sont criminalisés, c'est-à-dire qu'ils sont punis d'amende ou de peine de prison pour cultiver la terre ou faire paître leurs troupeaux. Alors, c'est une réalité un peu choquante, mais c'est une réalité. On n'est plus comme à l'époque coloniale dans le fardeau qu'on appelait le fardeau de la civilisationnel de l'homme blanc. Non. Mais après les indépendances, on est passé au fardeau écologique de l'expert occidental. Alors oui, l'intention a changé. Lui reste le même. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Alors pourquoi? Et c'est là l'idée du livre. Eh bien, il faut passer par l'histoire pour comprendre ça. Alors, moi, j'ai fait le choix de passer par l'Éthiopie pour répondre à votre deuxième question. Pourquoi l'Éthiopie? Parce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, c'est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé, et pourtant, elle fait face au même mécanisme. Eh bien, tout simplement parce que le passé colonial pèse sur le présent. Et donc, l'Éthiopie a été un bon point d'entrée pour le montrer. Et pour ça, je crois, c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut prendre, disons, au moins 3 temps de l'histoire. Alors, le premier temps, on va dire, c'est le temps colonial, 1850 jusqu'aux années 60. C'est dans cette époque que naît une Afrique naturelle. Mais cette idée d'une Afrique naturelle, c'est une idée aussi absurde
que celle selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez rentré dans l'histoire, pour citer un de nos anciens présidents de la République. Alors, là encore, je vous montre une petite image. En fait, ce qu'il nous faut comprendre… Ah, ça ne marche pas. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette image-là comme le roi lion? D'où ça nous vient, cette image? Eh bien, pour ça, il faut remonter à l'époque coloniale. L'époque coloniale, il faut vraiment se mettre dans la tête des Européens qui tentent l'aventure coloniale. Et gardez en tête cette image du roi lion, que vous connaissez sûrement d'ailleurs bien mieux que moi. Quand les Européens partent tenter l'aventure coloniale en Afrique, on est au 19e siècle, fin 19e, ils laissent derrière eux une Europe qui se transforme radicalement sous les coups de l'urbanisation, de l'industrialisation. Et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue chez eux. Et c'est pour ça qu'ils vont créer d'abord des réserves de chasse, puis dans les années 30, ces réserves de chasse deviendront des parcs nationaux. Sauf que la colonisation, ça représente un véritable choc écologique. C'est l'augmentation par 4 de la déforestation, c'est la multiplication sans précédent de la chasse aux éléphants. Avec la colonisation, c'est 65 000 éléphants qui sont tués par an. C'est la mise en culture des terres. Bref, la colonisation représente un choc écologique. Et comme les colons ne vont pas être capables de voir que les destructions écologiques auxquelles ils assistent sont de leur fait, eh ben, ils vont blâmer les populations africaines. Et donc, ils vont les expulser des parcs ou les criminaliser. Et tout ça va être renforcé par un mythe, le mythe culturel d'une Afrique refuge du monde, celle qui serait à l'abri de la modernité. Eh bien, pour comprendre ces mythes, je vous ai mis le roi lion, mais en fait, c'est les récits de Stanley Livingstone en 1872, c'est les chasses de Churchill et Roosevelt vers 1906, c'est les neiges du Kilimandjaro d'Hemingway en 36, c'est la ferme africaine de Blixen en 37, c'est Romain Gary, les racines du ciel en 56, puis c'est le National Geographic, le Lonely Planet, le Roi Lion. Eh bien, comme quoi on aurait une Afrique verte, vierge, sauvage, menacée par des habitants malhabiles et destructeurs. Le problème est que cette Afrique n'existe pas, elle n'a jamais existé. L'Afrique est comme l'Europe, elle est habitée, elle est cultivée. Et donc, les parcs africains ne sont pas vides. Ce que l'histoire nous permet de comprendre, c'est que les parcs africains ont été vidés de leurs habitants. Et je terminerai là-dessus, le deuxième temps de l'époque coloniale, ce sont les indépendances, quand les mêmes administrateurs coloniaux ont l'idée de créer une banque, et je vous cite l'archive, pour faire face à l'africanisation des parcs, c'est-à-dire aux indépendances. Et cette banque va devoir financer la reconversion d'administrateurs coloniaux en nationaux. Cette banque s'appelle le Fonds mondial pour la nature, en anglais World Wildlife Fund. C'est le WWF qui va permettre à ces experts de poursuivre la lutte, mettre plus de terre en parc et expulser les gens. Et le troisième temps, ça arrivera au nôtre, la capacité des dirigeants africains à instrumentaliser toutes ces normes pour créer des parcs chez les nomades, dans les maquis, dans les territoires sécessionnistes, aux frontières, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de la reconnaissance internationale pour planter le drapeau dans des territoires qu'ils peinent à contrôler. Voilà les 3 durées que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Donc, dans votre œuvre, vous évoquez les ONG, notamment le WWF, qui s'approprient certains territoires au nom de l'écologie. Les termes de safari géant et de terrain de jeu sont-ils appropriés pour qualifier la situation actuelle de l'Afrique, un continent sous l'emprise de ces grandes institutions? Alors, est-ce que le terrain de jeu, est-ce que c'est un terme approprié? Alors, je serais peut-être plus court. Eh bien, malheureusement, oui, c'est un terme approprié, puisque voyons la chose. Hein. Là encore, il faut vraiment passer, on va dire, par l'histoire, enfin, ou les faits, mais observons la chose. Je vous remontre une image. Je m'étais dit que ça pourrait peut-être servir.
quand on parle de terrain de jeu et de safari? De qui parle-t-on quand on parle des expulsions en Afrique? Là, je vous donne une photo du village de Gitch, qui a été le point de départ de mon enquête dans le Simienne, en Éthiopie. Voilà le village où l'UNESCO a demandé l'expulsion. Donc, vous voyez, j'ai été reprendre la même photo 3 ans après. Donc là, c'est le village avant, et là, c'est une photo prise il y a 2 ans. Donc, vous voyez que le village a disparu. Et qui est-ce qui a été expulsé? Vous voyez ce paysan ici? Eh bien, il est représentatif des 1 à 14 millions d'expulsés des parcs nationaux africains. Ce sont des gens qui se déplacent à pied, qui vivent sans électricité, qui consomment très peu de viande ou de poisson, qui, contrairement à 2 milliards de personnes, n'ont ni ordinateur ni smartphone. Et pourtant, ce sont eux qu'on expulse pour lutter pour la cause écologique. Mais dans ce cas, observons les faits. Quelle est la conséquence? Eh bien, c'est là où je reprendrai votre expression de terrain de jeu et de safari, qui est un mot swahili, pour désigner le voyage. C'est comme ça que l'entreprise touristique des parcs s'est développée dans les années 30. Eh bien, regardez tous ces touristes ici. Donc, les touristes ont remplacé, vous voyez, on est passé de la paysannerie aux touristes. Mais faisons le coût écologique de cela. Les tentes, on a des arceaux en aluminium. Donc ça, c'est de l'extraction de bauxite. Si vous avez déjà fait de la randonnée ou si vos parents vous ont forcé à en faire, vous avez une petite polaire pour résister au froid de la montagne. Ça, c'est de l'extraction de résidus de pétrole. Et puis, vous avez aussi le Gore-Tex pour résister à l'humidité. Eh bien, ça, c'est du téflon. Et puis, le smartphone pour prendre des photos. Néodyme de Chine, tantale du Congo. Et puis, le billet aller-retour en avion, 0,5 tonnes de CO2. Eh bien, donc, la conversion de lieu de vie en lieu de visite, donc de faire des parcs, des espaces pour des terrains de jeu pour l'Occident, puisque 90% des touristes sont occidentaux, il faut bien reconnaître les faits. Venir visiter un parc en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde ce qui est protégé en Afrique. Donc, malheureusement, c'est réel. La métaphore du terrain de jeu, oui, elle est triste, mais malheureusement, elle est réelle, même si elle sert finalement notre croyance selon laquelle on fait quelque chose pour lutter pour la planète. Cette croyance est ancrée dans le passé, mais il est urgent de la déconstruire. Comment pensez-vous déconstruire ce colonialisme vert? Et selon vous, pensez-vous qu'un historien peut-il être historien et à la fois un militant? Alors, pour déconstruire le colonialisme vert, il faut déconstruire surtout les mythes. Et les mythes sur l'Afrique sont tenaces. Je vous donne une dernière photographie, parce que le mythe, vous m'aviez dit qu'on en parlerait. Le mythe de la forêt primaire d'Afrique. On a tous ces images en tête. Il faut voir qu'autrefois, et c'est l'image que les colons ont cru avoir fin 19e siècle, une forêt primaire dégrossie par des habitants trop nombreux. Et ce qui nous donne, vous voyez ici le village, un village avec une petite ceinture forestière. Mais en fait, les écologues à la fin du 19e siècle ont eu une lecture à l'envers, puisque en Afrique, dans les écologies semi-arides, ce qu'on avait à l'origine, c'est de la savane. Et plus il y a eu d'hommes, plus ils ont cultivé les sols, plus ils les ont fertilisés, et ils ont créé la condition de pousse des arbres pour se doter d'une couverture forestière jamais abondante, mais jamais épuisée. Le problème est que nous sommes tellement convaincus de ce mythe selon lequel l'Afrique était autrefois vierge et naturelle, mais elle serait aujourd'hui surpeuplée et dégradée, qu'on en manque des chiffres. C'est là quand vous me demandez, il faut déconstruire. Oui, c'est la dernière image, mais la forêt perdue d'Éthiopie. Prenons les chiffres. Ces chiffres, c'est ceux que donne le président Al Gore, qui a même reçu le prix Nobel pour la paix en 2007 pour sa lutte contre le changement climatique. Et il explique qu'en Éthiopie, on avait 40% de forêt en 1900 et qu'on n'en a plus que 4% aujourd'hui. Et pourtant, on peut aller voir d'où viennent ces chiffres. Eh bien, ces chiffres sont des inventions qui datent très précisément de 1961
quand un expert des Nations Unies, au lendemain des indépendances, évalue le couvert forestier éthiopien pour les Nations Unies. Eh bien, il passe 5 jours en Éthiopie, il s'appelle Oufnagel, et il prend un rapport et une conversation avec un expert qui lui disent « Je crois qu'au sud du pays, il y aurait eu 37% de forêt en 1900. » Puis l'autre lui dit « Je crois qu'à la capitale, il doit y avoir 5% de forêt. » Eh bien, notre expert prend ces chiffres, il augmente le premier, il diminue le deuxième, et il dit « L'Éthiopie était couverte à 40% de forêt et il n'y en a plus que 4% aujourd'hui. » Ces chiffres n'ont aucune valeur, mais ils guident toujours la politique internationale de la forêt éthiopienne. Al Gore peut les citer, personne ne les remet en cause, alors que ces chiffres sont faux. Et là, vous pourrez me dire, et je terminerai là-dessus, alors est-ce que c'est du militantisme? Moi, je ne crois pas. L'historien n'a pas à être militant, mais son rôle est quand même d'être engagé en société, au sens où l'histoire nous permet de faire face sereinement à nos erreurs. Pourquoi? Parce que les archives ne mentent pas. Et donc, en exposant les faits tels qu'ils se sont passés et qu'ils se passent encore, eh bien, l'histoire peut juste montrer comment est-ce que le passé colonial pèse sur le présent. Ça n'est pas grave que ces mythes et ces erreurs nous viennent de l'histoire coloniale. On peut être traité de complotiste ou d'islamo-gauchiste en ce moment. Tout ça est un débat qui n'a aucune acuité scientifique. L'essentiel est de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous. Merci.